Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Katia de Bien Écrire. Katia, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Alors, je suis professeure de français, j'ai eu mon CAPES de lettres modernes en 2008 et depuis, j'enseigne au collège. Et que fais-tu pour le français? Un peu plus de détails. J'ai une chaîne YouTube associée à un blog bien-écrire.com. Donc voilà, l'orthographe est une problématique qui m'intéresse. C'est un problème pour pas mal de gens qui veulent vraiment s'améliorer. Je suis passionnée par l'étude de la langue, mais aussi par l'enseignement, par le fait de partager ce que je sais. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de transmettre un savoir de façon accessible. La chaîne Linguisticae, que tu dois certainement connaître, il s'agit d'une chaîne de vulgarisation de linguistique. Le lien est dans la description de la vidéo, un peu plus bas. A publié récemment une vidéo dans laquelle il parle de la baisse du niveau de l'orthographe. Katia, quel est ton avis? Alors déjà, je vais présenter le thème. Donc c'est un thème d'actualité. Récemment, le ministère de l'Éducation nationale a publié une étude sur le niveau d'orthographe des élèves de CM2. Ils ont fait faire une dictée à des élèves en 1987, en 2007 et en 2015. On est passé de 10 à 17 fautes entre 87 et 2015. Le niveau des élèves en orthographe a clairement baissé, et cette étude nous le confirme. Les élèves ne sont pas au clair sur beaucoup d'éléments, grammaire, orthographe, conjugaison, ponctuation. D'après Linguisticae, ce n'est pas un problème, il s'agit d'une évolution naturelle de la langue. Alors c'est un problème parce qu'on ne peut pas passer du point A au point C sans passer par le point B. Ok, la langue évolue d'une certaine manière, on peut faire des projections sur cette évolution de la langue, mais corrélation n'est pas implication. Concrètement, on peut supposer que les erreurs peuvent venir d'une évolution du langage, mais on ne peut pas en être sûr. Il faut bien comprendre que même s'il y a évolution, celle-ci n'est pas achevée. Les normes actuelles restent les normes actuelles et il faut les apprendre. Imaginez que vous puissiez parler à Rabelais, voilà, quelques siècles plus tôt, et que vous lui disiez « Mais faites l'effort de parler le français du XXIe siècle. Dans 4 siècles, la langue sera ainsi, mais vous êtes un rétrograde, ce n'est pas possible. » En fait, il faut comprendre qu'il y a des étapes successives. C'est pour quoi on arrive encore à comprendre les textes du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle sans faire des efforts excessifs, alors qu'on a beaucoup plus de mal sur les textes du XVe, XVIe siècle. Donc cette évolution s'effectue par étapes, de manière structurée, c'est lent, on ne peut pas faire les choses rapidement. Au fur et à mesure, on fait évoluer la langue. On ne peut pas dire que si on ne veut pas écrire en phonétique aujourd'hui, c'est qu'on refuse de faire évoluer la langue et qu'on est rétrograde. Il faut bien comprendre qu'en 2016, l'Académie française a rajouté le mot selfie dans le dictionnaire de l'Académie. En 2010, elle a rajouté le mot geek. En 2012, le mot tweet. Donc voilà, on ne peut pas dire on refuse l'évolution naturelle de la langue. Si, on accepte l'évolution de la langue, mais de façon structurée, petit à petit, par étape. Ils ont quand même refusé le mot zlatané, ce qui est tout de même un scandale. Et n'oublions pas aussi qu'on retire des mots inutilisés du dictionnaire. On a retiré le mot académiste, on ne dit qu'académicien maintenant. Mais malgré ces quelques mots retirés, ajoutés, l'Académie française est tout de même rétrograde, un peu passéiste, toujours en retard d'un ou deux wagons, non? Pas vraiment. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, les linguistes le sont aussi. On va prendre le mot automobile. Donc automobile, on le décortique, c'est un mobile automatique. L'Académie française s'est rapidement prononcée pour le féminin, alors que le mot de départ, c'était un mobile automatique, donc masculin, un automobile. Et par contre, jusqu'en 1944, il y a eu un débat parmi les linguistes sur l'utilisation du masculin pour le mot automobile. Ils ne voulaient absolument pas
le mettre au féminin, il voulait garder le masculin. Par contre, l'Académie française tout de suite a dit non, mettons-le au féminin, c'est comme ça qu'évolue la langue. Pour se mettre en accord avec la langue orale. Très intéressant. Voilà. Pour plus d'informations sur les mécanismes d'évolution, je vous invite à voir la vidéo Le français du futur qu'a fait Linguisticae. Il faut bien comprendre par contre que l'évolution dont il parle ne sont que des probabilités plus ou moins importantes qui sont fondées sur des projections à partir d'évolutions déjà réalisées dans d'autres langues. Ce ne sont que des projections. On ne peut pas dire de quoi sera faite la langue du futur, mais on peut essayer de le deviner. Mais revenons à notre sujet. Revenons à cette étude qui dit que les niveaux des élèves auraient baissé entre 87 et 2015. Pourrais-tu nous en parler un peu plus, la détailler? Alors en fait, cette étude reprend 2 études déjà effectuées en 87 et en 2007. Il faut comprendre qu'on a un échantillon statistique qui est représentatif, on a la même dictée et on voit qu'il y a une évolution du nombre de fautes importante. En 1987, les élèves faisaient en moyenne 10,6 fautes, en 2007, 14,3 et en 2015, 17,8. C'est quand même important. Ils font beaucoup d'erreurs d'orthographe grammaticale. On remarque plusieurs choses. Déjà, ça touche tous les élèves, quelle que soit leur catégorie sociale, etc. Il y a une multiplication par 4 des élèves qui font plus que 25 fautes entre 1987 et 2015. Et il y a une division par 7 des élèves qui font moins de 2 fautes. Il y a 7 fois moins d'élèves qui font moins de 2 fautes. C'est intéressant, mais pour ceux qui n'auraient pas forcément le vocabulaire spécifique, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'orthographe grammaticale? Alors, l'orthographe grammaticale, c'est l'orthographe qui touche les règles de grammaire, donc à la fois les accords, la conjugaison, tout ce qui est lié à une règle. Donc ça marche aussi pour les homophones, puisque c'est lié à une règle de grammaire. Contrairement à l'orthographe lexicale, qui touche les règles d'orthographe, donc les mots que l'on peut trouver dans le dictionnaire, est-ce qu'il y a 2 N, 2 M, etc. Quelle est la terminaison du mot hors règle d'accord. Bien. Mais l'étude n'est pas quelque peu critiquable, voire peu fiable? Je ne crois pas. Il y a entre 2000 et 4000 élèves par année, 1987, 2007, 2015. Les élèves ont à chaque fois le même âge. Les catégories sociales, c'est-à-dire le travail des parents en fait, est détaillé. Et il y a ce qu'on appelle un bon échantillonnage, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les mêmes catégories sociales, on ne prend pas... tout le monde n'a pas la même catégorie sociale, tout le monde ne vient pas de la même ville. Enfin, on a voilà, ce qu'on appelle l'échantillonnage, c'est-à-dire en statistique le fait d'avoir une certaine variété dans l'étude. Un échantillon représentatif. Oui, qui représente la population de façon générale. Donc on peut se fier à l'étude. Alors évidemment, ça reste des sciences humaines, c'est-à-dire on peut critiquer, il n'y a pas de vérité absolue, on peut remettre en cause cette étude en faisant une autre et en comparant les résultats, mais le protocole utilisé n'est pas critiquable, tout a été fait dans les formes. Cette dictée est totalement, montre la cohérence de la thèse selon laquelle l'orthographe baisse. Il y a une évolution linéaire du nombre de fautes sur l'ensemble des élèves. Voilà. Mais l'absence des ZEP ne pourrait-elle pas fausser l'étude? Alors, c'est effectivement ce que dit Linguisticae, et c'est faux. C'est-à-dire que les ZEP sont représentés dans l'étude. Alors, en 87, il n'y avait pas de différence, on n'a pas différencié les ZEP et les non-ZEP. Par contre, en 2007 et 2015, on a cette différenciation. On a l'explication, voilà, les élèves dans les zones de ZEP, les élèves dans les zones de non-ZEP. Alors, je précise ce que veut dire ZEP, évidemment, ça veut dire zone d'éducation prioritaire. Ce sont les établissements dans lesquels les élèves sont d'un milieu social défavorisé, voilà. Donc, à chaque fois, nous avons la moyenne des fautes,
du nombre, de la moyenne des fautes des élèves qui ne sont pas en zone d'éducation prioritaire. C'est-à-dire que si on veut comparer, dire bon ben voilà on ne sait pas trop en 87, si c'est représentatif, etc. Eh bien, on regarde simplement les élèves qui n'étaient pas en zone d'éducation prioritaire et on peut faire une étude fiable. Alors même en supposant que les élèves de 1987 sont tous issus d'établissements qui ne sont pas de zone prioritaire, on observe quand même quasiment la même évolution linéaire entre 87, 2007 et 2015. En ne prenant en compte que les élèves du public qui ne sont pas d'éducation prioritaire, de la zone d'éducation prioritaire, il y a entre 1987 et 2007 en moyenne 3 fautes de plus et entre 2007 et 2015 presque 4 fautes de plus. Alors l'étude respecte les règles de statistique. Alors c'est ce que je disais sur les échantillons représentatifs. On a garçons, filles, public, ZEP, privé, classe sociale variée. Tout est bien varié. Je le répète, il n'y a rien à dire sur la façon dont l'étude a été réalisée. Son protocole est expliqué, ses statistiques sont toutes données. L'expérience, c'est ce que l'on appelle reproductible d'un point de vue scientifique. On peut refaire la même expérience et voir si on tombe sur le même résultat. On a toutes les données en main. Mais une augmentation de 3 puis de 4 fautes en moyenne de plus, soit 7 fautes de moyenne sur 40 ans, n'est-ce pas peu finalement ou est-ce beaucoup? Statistiquement, c'est beaucoup. Si la moyenne était de 10 fautes en 1987, ça reste beaucoup d'un point de vue sur le nombre total de mots. Sur 67 mots, ça fait quand même beaucoup. Mais comme le dit Linguisticae, la dictée finalement était relativement centrée sur les accords. Est-ce que cette dictée est réellement révélatrice du niveau en orthographe ou est-ce que une autre dictée n'aurait pas été plus pertinente? Alors moi, je mets au défi tout le monde de trouver un texte. Vous ouvrez un livre, prenez n'importe quel texte, de trouver un texte dans lequel il n'y a pas beaucoup d'accords. Disons que il y a beaucoup d'accords dans les textes. C'est une règle qu'on trouve en permanence. Remarquons que dans la dictée, il n'y a pas d'accord au féminin, il n'y a pas d'accord au féminin pluriel. On trouve 5 accords de participe passé, un accord d'adjectif sur 67 mots et 3 infinitifs aussi. Ça va, 5 accords de participe et un accord d'adjectif sur 67 mots. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a les pourcentages mot à mot de l'évolution des fautes de l'évolution des fautes. Sur certaines, l'évolution est vraiment révélatrice. Donc, il y a une augmentation vraiment très très nette du nombre de fautes sur les homophones A avec accent, A sans accent. Et même, tout simplement, sur le mot chien. Même si ça reste une faute minoritaire par rapport aux fautes grammaticales, il y a quand même des erreurs. Ce qui est assez étonnant. Il y a un article du Monde qui est bien fait et qui donne en graphique de manière très visuelle le pourcentage d'erreurs de chaque mot avec des commentaires. C'est-à-dire ça reprend exactement les mêmes informations que l'étude, mais ça le montre de façon vraiment bien faite. Donc on la mettra en commentaire. L'étude nous montre l'écart entre des élèves entre 87 et 2007, nous explique quel est le plus grand nombre de fautes fait sur quel mot en telle année, etc. Voilà. Mais les ZEP, vu que finalement elles sont dans l'étude, est-ce qu'elles ne font pas baisser le résultat? Est-ce qu'elles n'augmentent pas cette différence? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'amplification du phénomène par les ZEP? Alors effectivement, c'est ce que nous dit Linguisticae dans sa chaîne et je ne suis pas d'accord. En fait, même si on oublie les ZEP, on arrive à un résultat similaire. Alors surtout, entre 2007 et 2015, les ZEP sont moins impactés par cette chute du niveau orthographique. Alors même si dans les deux cas, il y a plus de fautes en moyenne en zone d'éducation prioritaire que dans la moyenne nationale,
l'écart est quand même divisé par 2 entre 2007 et 2015. C'est beaucoup. Finalement, les ZEP ne font pas baisser l'analyse qu'il y a une augmentation du nombre d'erreurs orthographiques chez les élèves de CM2. Effectivement, entre ces deux dates, l'évolution moyenne du nombre de ZEP passe de 19 fautes en moyenne à 20 fautes en moyenne, tandis que dans le public non ZEP, on passe de 14 à 16 fautes et demie. Une évolution bien plus importante. Mais on a aussi le résultat sur le privé et on peut aussi se poser la question, même aussi par rapport au public, est-ce que le haut niveau d'études des parents, est-ce que leur classe sociale n'impacte pas finalement le résultat? Est-ce que les classes aisées ne sont-elles pas facilement plus aisément justement meilleures en orthographe? Alors, le raccourci est facile de dire, bon, ben voilà, au niveau d'études, les parents peuvent payer des cours particuliers à leurs enfants, donc les enfants ont une bonne orthographe, etc. Alors, effectivement, quand on a des livres chez soi, c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'orthographe à ses enfants que si on n'a pas de dictionnaire. Il y a une différence de niveau orthographique en fonction du niveau de culture des parents. Par contre, on voit que l'évolution du nombre de fautes est valable pour toutes les catégories socio-professionnelles, absolument toutes. Et ce qui est très très intéressant, c'est que ce n'est pas de façon égale et pas forcément de la façon c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, pardon. En fait, l'évolution du nombre de fautes augmente fortement entre 87 et 2007 et continue d'augmenter, mais faiblement entre 2007 et 2015 pour toutes les classes hors cadre, professions intellectuelles et artisans. Pour ces classes, c'est le contraire qui se produit. On a une faible hausse, puis une forte hausse des fautes. Quand je dis forte hausse, c'est pas il y a une faute de plus, non. C'est du simple au double pour les classes les plus aisées et aussi les professions intermédiaires. Donc, plus on avance dans le temps, plus les familles qui sont aisées ou professions intermédiaires font d'erreurs orthographiques. Et puis si vraiment les classes sociales qui sont aisées aisées ou classe moyenne supérieure, enfin classe moyenne et classe moyenne supérieure ne faisaient pas d'erreurs, finalement il n'y aurait pas des formations pour cadres pour apprendre l'orthographe, tout ça ne serait pas à la mode. Alors, par rapport à l'argument de l'aide aux devoirs des parents qui peuvent payer l'aide aux devoirs à leurs enfants, il faut comprendre que déjà actuellement, il y a de l'aide aux devoirs dans les établissements scolaires. Il y a aussi souvent des associations de quartier qui font de l'aide aux devoirs gratuite. Et parmi les gens qui ont la possibilité de payer quelqu'un pour faire des cours particuliers, c'est pas parce qu'ils ont la possibilité qu'ils vont le faire. Donc il n'y a pas forcément de corrélation directe. Alors, ce qui me choque dans certains raccourcis qu'il y a eu dans la vidéo justement de Linguisticae, c'est le raccourci ruralité égale pauvreté, qui n'est pas systématique et ça me semble vraiment un gros cliché. Le raccourci aussi ZEP égale immigré égale immigration égale pauvreté. Bon, on peut peut-être nuancer. Et puis l'exemple de l'agriculteur qui n'a aucune culture et puis qui du coup ses enfants ne savent pas écrire. Au contraire, en fait, justement, c'est un très mauvais exemple parce que alors qu'en fait, il y a un nombre de fautes quasiment identique entre 2007 et 2015, alors qu'en fait les autres catégories sociales ont un nombre de fautes qui augmente, les agriculteurs justement ont un nombre de fautes qui est quasiment identique. On a 0,7 fautes en plus et c'est la plus petite hausse entre 2007 et 2015. Donc finalement, moi ça me semble gênant de faire de tels clichés. Voilà. Finalement, les agriculteurs ne seraient pas des ignares. Oui, voilà, on peut pas faire ce cliché-là.
Donc voilà, si on pouvait éviter dans les chaînes de vulgarisation de faire des gros clichés, ça serait bien. Mais justement, en parlant d'un moins gros retard, Linguisticae parle justement que l'étude oublie de préciser qu'il y a un moins gros écart entre ceux qui ont des difficultés et ceux qui réussissent bien. Ah non, ceux qui ont des difficultés en ont encore plus. Les élèves en retard, c'est-à-dire ceux qui ont redoublé. En 1987, ils avaient 7 fautes d'écart avec les autres. En 2007, 8 fautes d'écart. En 2015, 12 fautes de retard. Donc ceux qui redoublent font encore plus de fautes qu'avant. Mais comment expliquer cette évolution alors? On va dire on a moins d'heures de cours déjà. Alors pour commencer, le nombre d'heures de français en moins, je vais donner une estimation parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, il ne calcule pas tout à fait de la même façon. Je vais donner une estimation d'Antoine Kremp, ce que j'ai trouvé sur le site de Radio France, qui a calculé qu'entre le CP et la 3e, il y avait eu entre 1976 et 2004, environ 500 heures de moins de français. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. D'autre part, en primaire, entre 1968 et 2000, il y a environ 400 heures de moins, c'est-à-dire en moyenne 2 heures de perte de cours par semaine. Alors ça, ma source, c'est le rapport de l'inspecteur général Jean Ferrier qui fait une centaine de pages. Je pourrais le mettre en lien aussi. Il sera en lien, il le sera. Vous pourrez regarder en bas, il le sera. Nous insistons, les 2 heures de perte, ce sont 2 heures de perte de cours de manière indifférenciée, c'est-à-dire français, maths, langue vivante, c'est 2 heures de perte de cours en général. Mais par contre, ces heures supprimées, elles ont peut-être permis d'ajouter d'autres matières. Linguisticae parle justement des langues vivantes. Alors, on va parler de chiffres. En 6e, en 1977, les élèves avaient 5 heures de cours de français, 1 heure de soutien, 1 heure de soutien scolaire en français. En 2016, ils ont, alors accrochez-vous, donc on est passé de 6 heures à, en 2016, 4h30. Donc on a une perte d'1 heure et demie, 30 minutes de cours, 1 heure de soutien. Alors on va se dire, effectivement, on va se dire, oui, mais bon, on fait plus de français, mais on fait d'autres choses. Ben non. En 1977, il y avait 27 heures de cours par semaine. En 2016, il y a 26 heures de cours par semaine. Donc voilà, on a perdu 1 heure de cours de façon générale. Mais il reste quand même une demi-heure qui a été réallouée peut-être à autre chose. Mais Linguisticae parle aussi du fait que les élèves ont trop d'heures de cours par rapport aux autres pays de l'Union européenne, qu'on est l'un des pays qui a le plus d'heures de cours. Est-ce vrai? Alors ça se discute, c'est-à-dire que oui, pour les élèves entre 9 et 11 ans, on est au-dessus de la moyenne annuelle d'heures de cours. Par contre, au-dessus de nous, on a en 2006 7 pays de l'Union européenne. Voilà, donc on est dans la moyenne, un peu au-dessus de la moyenne, mais pas plus que ça finalement. Bien, maintenant que l'on a fait ce constat, qu'on a repéré les problèmes, éventuellement dégager quelques sources de celles-ci, parlons des solutions. Si les enfants font des fautes, c'est bien la preuve qu'il faut simplifier la langue. Oh, alors, il faut comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, que corrélation n'est pas implication. Alors moi, le raisonnement, si les enfants font des fautes, alors la langue est trop complexe. Moi, le raisonnement, il me pose vraiment problème. C'est un raisonnement simpliste qui oublie beaucoup d'éléments. C'est pas parce que les enfants font des fautes d'orthographe que les règles difficiles ne servent à rien. Si on ne maîtrise pas quelque chose, c'est pas une preuve que c'est inutile. Ah, moi, j'ai toujours eu du mal à maîtriser la table de 7. Les multiplications de 7, j'ai toujours eu du mal. 7 x 6, 42, ça va, mais 7 x 8, 7 x 8, zut, 56, non. 7 x 8... Mais non, on supprime, c'est 40, bon. Ouais, 49, 7 x 8. Non, 7 x 7,
49 et 7 x 8, c'est bien 56. Ouais, non, vous Bah, voyez. supprimons la table, ils auront une calculatrice. Moi, j'ai ça du suffira. mal, donc je pense qu'on peut la supprimer, effectivement. Voilà. Mais sinon, la dictée relevait aussi que les mots étaient trop longs, étaient trop durs à simplifier. Après tout... Oui, la vidéo de Linguistica et pas la dictée. La dictée, ça va, les mots étaient pas trop longs. Pas Ah, de si, souci. la dictée révèle quand même quelques fautes sur certainement et sur Ah oui, un autre mot de plus de 3 syllabes. d'accord. Donc voilà, alors le raisonnement qu'on entend quelquefois, les mots sont trop longs, donc simplifions-les à l'extrême ou mieux supprimons-les. Bah, dans ce cas-là, on appauvrit un petit peu la langue. Est-ce qu'on veut vraiment avoir une langue dont aucun mot ne dépasse 2 syllabes? Moi, il me semble que justement, tout l'intérêt de l'étymologie, latine, grecque, etc., c'est de bien comprendre la langue, de savoir orthographier grâce à l'étymologie. Je suis capable d'écrire xylène sans l'avoir vu, parce que je connais le mot xylophone et que je me dis, bon, voilà, c'est la même étymologie, c'est la même racine. Donc je peux mettre le Y au bon endroit. Voilà. S'il y a quelque chose qui me dérange donc, dans la vidéo de Linguisticae, et c'est le fait qu'ils disent tout le temps ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, la langue n'est pas logique, donc on va. Moi je comprends pas la logique, donc allez hop, on bazarde. Donc si vous voulez, si la structure de la langue la structure de la langue est vraiment logique. En fait, le langage a sa logique interne qui est issue de la structure même de notre cerveau. Alors en fait, il y a un linguiste et philosophe très connu qui s'appelle Chomsky et qui justement a expliqué cela. Tu connais mieux que moi. Chomsky, sa théorie est encore parfois controversée, mais il a quand même une autorité assez importante puis surtout quand c'est un anarchiste qui vous parle de structure interne, de comportement inné, je pense qu'on peut lui faire confiance, quoi. C'est pas vraiment dans la nature de l'anarchie de parler de structure. D'ailleurs, Chomsky. Plus sérieusement, Chomsky parle des langages naturels, c'est-à-dire l'anglais, le français, le latin, parce que les langues mortes aussi sont des langages naturels, comme des grammaires d'un type bien défini. Il appelle ça des grammaires de type 1. Bon, le débat encore là, parmi les linguistes, ont encore quelques petites questions. Est-ce que c'est une grammaire de type 1, de type 2 ? Ne rentrons pas dans les détails. L'important, c'est que l'idée de Chomsky derrière sa hiérarchie des langages, c'est que les langages, finalement, ils ont des règles de production, ils ont une structure interne, ils ont un comportement arborescent, structuré. Le langage n'est pas illogique, ce n'est pas une construction sociale, c'est une construction logique, mathématique. C'est un peu le raisonnement qu'il y a derrière le raisonnement de Chomsky. Raisonnement qui peut être critiquable, mais qui se révèle utilisable dans les faits. Et si vous voulez une vidéo qui détaille un peu plus toute la hiérarchie de Chomsky, n'hésitez pas à la demander en commentaire. Bon, reprenons maintenant sur l'étude de 2015. Non, l'étude faite de 2016 de cette année, sur les résultats de 2016, de 2015. Merci Katia. Et donc, selon Linguisticae, l'orthographe serait un outil de distinction sociale. Et que pour supprimer cette distinction sociale, finalement, il faudrait simplifier l'orthographe. Et puis si plutôt on apprenait l'orthographe à tous, plutôt que de tout simplifier. En fait, si on réforme encore l'orthographe, qu'on simplifie la langue à l'extrême, il y aura d'un côté ceux dont les parents insisteront pour qu'ils gardent l'ancienne orthographe, et puis ceux qui écouteront ce qu'on leur dit à l'école, on leur dira il faut tout simplifier à l'extrême. Puis en un coup d'œil, on pourra distinguer les deux, les premiers seront avantagés. C'est ceux qui seront considérés comme les plus cultivés, etc. Donc en fait, là, la distinction sociale sera implicite. Alors que justement, l'école se doit de donner une chance à tous, donc d'être vraiment explicite sur ce qui est attendu. Et là, on revient au problème des formations pour adultes. Les jeunes cadres, les employés qui cherchent à rattraper leur méconnaissance de l'orthographe, preuve que celle-ci est importante, par exemple, dans la vie professionnelle.
Ce n'est pas parce qu'on simplifiera à l'extrême l'orthographe qu'on supprimera l'exigence sociale de pouvoir communiquer correctement à l'écrit avec les autres. Justement, en parlant de l'écrit, Linguisticae dit justement que l'écrit devrait se rapprocher de l'oral, que l'oral montre une évolution de la langue, comme par exemple dans sa vidéo Le français du futur, la suppression du ne dans la forme négative. Et dans la vidéo qui présente cette étude, il parle justement de l'exemple du grec ancien et du grec moderne. Qu'est-ce que tu en penses, Katia ? Alors là, on revient sur la question de l'évolution et surtout du temps d'évolution de la langue. C'est ça. En fait, il y a un linguiste, Claude Hagen, qui s'est justement posé cette question et qui s'est rendu compte que le degré de compréhension entre le grec ancien et le grec moderne était supérieur au degré de compréhension entre le latin et les autres langues latines. Donc, moi, il me semble que l'argument ne tient pas. Voilà. Alors moi, en tant qu'enseignante, je dois transmettre les différents niveaux de langage, la façon de s'exprimer en fonction de la situation. On ne peut pas comparer l'oral et l'écrit. Les objectifs ne sont absolument pas les mêmes. Le langage oral, c'est le langage de l'instant, de la transmission rapide d'informations, alors que le langage écrit est conçu pour être conservé. Il doit être autant que faire se peut correct, voire soutenu, pour transmettre davantage de nuances qui sont relativement secondaires dans une transmission instantanée. Mais quand le contenu doit être conservé, que le contenu dépasse la simple information basique, et ben là, les nuances restent utiles. Eh bien, parlons des outils d'apprentissage. La dictée, est-ce un bon outil pédagogique, n'est-ce pas quelque peu humiliant, comme le dit Linguisticae, d'avoir une note, d'être sanctionné pour ses fautes ? Alors, il faut comprendre qu'on apprend par l'erreur. On voit les erreurs qu'on a faites, on essaie de ne pas les refaire. Et Socrate dirait que savoir, c'est savoir ce que l'on ne sait pas. On peut critiquer le système de notation, mais l'exercice de la dictée en tant que tel me semble primordial. Justement, on enrichit son savoir petit à petit en voyant les erreurs que l'on a faites. Actuellement, le barème de notation est dans un objectif de valorisation de l'élève. La dictée n'est plus conçue pour sanctionner. Donc nous, les enseignants, nous cherchons à faire réussir les élèves pour que la dictée soit une façon de se former. La notation n'est absolument pas la même qu'il y a 50 ans. De toute façon, on ne pourrait pas parce que sinon les notes seraient catastrophiques. Mais en CM2, est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour juger du nombre de fautes des élèves ? Est-ce qu'on ne peut pas laisser le temps au temps ? Alors c'est en primaire et au début de collège qu'on acquiert les bases. En lycée, à l'université, on n'a plus le temps de faire de l'orthographe. On ne peut pas repousser en permanence le délai avant d'apprendre une connaissance basique. Il y a un moment où il faut déterminer des étapes d'apprentissage. Le collège, le lycée, l'université ont pour but d'apprendre des savoirs assez différents. C'est-à-dire que l'université permet d'apprendre des savoirs complexes qui se fondent justement sur ces bases, des bases que les enseignants d'université ne sont pas formés à enseigner parce qu'elles sont supposées être connues depuis longtemps. Et même au lycée, l'orthographe est censée être connue depuis un bon moment. Voilà. C'était Katia et Vincent de Bien Écrire. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à participer, à donner vos arguments, vos avis, vos opinions, vos anecdotes personnelles en commentaire afin de lancer un débat, d'échanger. Vous pouvez le faire aussi bien dans la vidéo que sur notre page Facebook. Nous vous disons encore merci. À bientôt. À bientôt.